Ok. Est-ce que en haut vous m'entendez? Quelqu'un peut me faire un signe du pouce? Nickel. Juste pour être sûr que vous m'entendez, si je dis Jordan. Merci. Du coup, on va pouvoir commencer. Donc, tout d'abord, merci pour votre confiance d'être venu à cette conférence et merci aussi FEPCA d'avoir accepté ma candidature pour la 3e année consécutive. Et aujourd'hui, on va parler d'accès direct ensemble sur le rôle des kinés et surtout savoir est-ce que nous sommes prêts ou pas à l'accès direct. Je me présente, je m'appelle Brian Littré, je suis kinésithérapeute français, mais maintenant je travaille en Suisse, donc physiothérapeute. Mais c'est un peu pareil, hein. Les médecins sont aussi bons. Par contre, je tiens à signifier que j'ai des liens d'intérêt parce que je suis formateur pour plusieurs organismes de formation. J'ai été rémunéré dans le cadre de, justement, des formations en lien avec le système nerveux ou en lien avec le système vasculaire. Et étant donné qu'on va parler de triage ensemble et d'accès direct, on va forcément aborder ces thèmes. Donc méfiez-vous de tout ce que je vais dire. Et n'hésitez surtout pas à aller voir les ressources scientifiques qui seront dans les diaporamas. Donc la conférence d'aujourd'hui sera coupée en 3 de manière très inégale. On va rapidement voir ensemble ce qu'implique la notion d'accès direct, de triage de première intention, pour ensuite venir justement beaucoup plus sur le triage et les red flags, et pour terminer surtout sur quel est notre rôle dans le système de santé par rapport à cet accès direct. Donc commençons tout de suite. L'accès direct, je pense que vous pensez qu'on n'a pas. Levez la main ceux qui pensent qu'on n'a pas d'accès direct. Ah, je vous ai déjà influencé. On l'a pas, mais on l'a. On a l'accès direct clinique. C'est-à-dire qu'une personne qui vient avec une prescription médicale qui date depuis plus de 2 mois et qui vient vous voir, techniquement, c'est de l'accès direct. Parce qu'il faudrait qu'il ait vu un professionnel de santé prescripteur beaucoup plus tôt. Par contre, la première intention, en France, nous ne l'avons pas encore. Lorsqu'on parle de première intention, en fait, on s'attarde plus sur l'aspect législatif, sur le fait que les personnes puissent voir sans prescription initiale un professionnel de santé. Et là, on parle de nous. Je vais vous donner un exemple tout bête. Un patient que vous voyez pour une lombalgie, sauf que dans les 3-4 semaines, il se fait une entorse de cheville. Et il demande que vous voyez pour son entorse de cheville, bah là, c'est l'accès direct clinique. Je pense que c'est une situation que vous avez peut-être déjà vue quelque part, en stage ou autre. Mais donc, vraiment se rendre compte que, donc il y a 2 types d'accès direct, mais lorsque je vais parler d'accès direct, on va parler plus de l'accès direct législatif, pour tout le congrès, pour toute la conférence. Et le truc, c'est que cet accès direct, il y a très peu de pays qui l'ont, pour les physiothérapeutes, pour les kinésithérapeutes. Il y a le Luxembourg, il y a les Pays-Bas, il y a une partie des États-Unis, mais ça dépend des États, et toujours pas en France. On va voir ensemble, est-ce que ça pourrait être pour nous ou pas? Est-ce qu'on le mérite ou pas? Et qui le mérite? Mais il y a surtout des gros enjeux derrière l'accès direct, donc derrière la première intention. Déjà, ça permet à la base de pouvoir et de devoir faire un triage entre les patients et savoir prioriser les soins. Savoir est-ce que le patient a besoin de me voir ou est-ce qu'il doit voir un autre spécialiste. Savoir également l'état de gravité du patient. Et historiquement, ça a été développé souvent pendant la guerre par les personnels infirmiers pour prioriser quel patient va bénéficier de soins. Si le patient lui met une petite étiquette noire, il va malheureusement mourir. On ne va pas dépenser du temps et de l'énergie à essayer de le maintenir en vie. On va plus privilégier mettre du temps et de l'énergie dans des personnes qui sont dans des états critiques, mais qui peuvent être sauvées. Donc déjà, ça sert à désengorger les urgences. C'est bien pour ça que dans les pays comme l'Angleterre, vous avez des scope thérapeutes, qui sont en général des thérapeutes dans les services d'urgence, des physios ou des infirmiers, qui permettent de faire ce triage pour savoir est-ce que la personne a besoin d'une imagerie médicale, est-ce que la personne a besoin tout simplement de rentrer chez elle ou autre. Ce que ça amène également, c'est une grande émancipation de la profession, car actuellement, en tout cas j'ai l'impression en France,
Les gens nous voient beaucoup plus comme des exécutants que comme des techniciens. Vous savez, on est censé suivre le protocole, on est censé suivre la prescription médicale. Même si, on ne va pas se mentir, on ne le fait jamais. J'espère que vous ne le faites jamais. Et en fait, ça amène surtout à des situations qui ont pu s'observer au fur et à mesure des années, et au fur et à mesure de l'avancée dans la littérature scientifique, qui sont un petit peu absurdes, dans le sens où on est censé être les experts du champ musculo-squelettique, mais le médecin a toujours la main mise sur le fait de pouvoir prescrire, diriger. Donc, je vous présente un cas clinique. Voici le cas d'un patient de 41 ans qui est coureur occasionnel mais qui fait quand même régulièrement des marathons, qui vient voir un médecin avec ce type de douleur, ce type de body chart, donc des douleurs de la fesse jusque dans le talon, plus fortes dans le talon que dans le segment jambier. Vous penseriez à quoi? Je vous entends pas. Oh, nerf? Ok, très bien. Le médecin a pensé ça, mais c'est pas ça. Donc le médecin pense à une sciatalgie, il renvoie vers un kiné, c'est déjà cool, il n'a pas dit tendinite. Et il a donné quelques médicaments. Le problème est le suivant, c'est que ce n'était absolument pas un problème de nerf. Le bilan n'a pas forcément été fait. Et le patient, au final, a perdu 8 semaines de traitement avant de lui-même s'auto-référencer vers un spécialiste, en fait un physio dans le sport, pour en fait découvrir qu'il avait tout simplement un Haglund. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être une excroissance au niveau du talon qui peut nécessiter chirurgie ou pas. Dans ce cas-là, il a été opéré. Et là, en fait, se pose la question de mince, pourquoi ce patient n'aurait pas pu avoir la possibilité d'aller voir un physiothérapeute dans un premier temps, si les physiothérapeutes semblent plus compétents que les médecins en musculo-squelettique de pouvoir gérer ce type de situation. J'insiste, pour le champ musculo-squelettique. Et heureusement que c'était une atteinte pas forcément grave, heureusement qu'il n'y a pas eu de conséquences, mais pourtant au cabinet, je pense que tout le monde a pu avoir au cabinet des patients avec des prescriptions médicales longues comme mon bras, ou alors des traitements pas forcément adaptés pour des problèmes, ou alors opérés mais on ne sait pas pourquoi. Et là, peut-être qu'on a notre rôle à jouer pour pouvoir aider ces patients, ou peut-être qu'on peut même éviter qu'ils aient recours à ce type d'intervention invasive si elles ne sont pas nécessaires. Donc dans la prise en charge, au final, c'est extrêmement important de comprendre le patient, c'est extrêmement important d'avoir un certain savoir-être, comme vous l'avez vu avec Théo Chaumet juste avant. Mais c'est également extrêmement important de savoir si le patient est pour moi ou pas. Et là, on rentre dans du diagnostic d'exclusion, dans le triage. Et pour savoir si le patient est pour moi ou pas, je dois surtout savoir quand rediriger. Pour savoir quand rediriger, c'est pas si compliqué que ça. Si le traitement conservateur mené, qui semble le plus probant, n'amène pas une amélioration, on renvoie. Peut-être pour examen. Si le patient, pendant les séances, il a mal aux côtes, il crache du sang, on renvoie. Donc il y a à la fois des situations d'urgence, mais parfois aussi tout simplement des situations où aussi je peux ne pas être compétent. Je suis absolument pas compétent en troubles vestibulaires. Si un patient semble montrer des signes de troubles vestibulaires, il vaut mieux que je le renvoie vers quelqu'un de plus compétent, parce que je ne suis pas compétent. Je peux commencer à être ou dangereux ou inutile pour le patient. Donc voilà en tout cas les situations qui peuvent nous amener à réorienter le patient. Et au final, lorsque je vous parle de situations avec une urgence vitale, il faut déjà s'intéresser à qu'est-ce qui amène à la mort le plus en France. Ça semble plutôt logique. Ce qui amène à la mort le plus en France, en 1, les tumeurs. En 2, les maladies cardiovasculaires. Vous avez eu beaucoup de cours sur les maladies cardiovasculaires ou sur les tumeurs. Levez la main ceux qui, en stage, ont pu observer des thérapeutes qui ont pris plus de 5 fois la tension artérielle. C'est pas mal. Moins de 10%, c'est pas mal. Je m'attendais à moins. Et derrière, vous avez d'autres maladies ou infectieuses ou respiratoires. Et au final, même certaines situations de vie comme la dépression ou autres peuvent amener à de la mort. Au final, ça pourrait être des situations où nous pourrions
être un premier rempart et dépister certaines situations qui nécessitent peut-être de parler à un autre professionnel de santé, en plus que nous. Et donc là, je vais plus vous parler de red flag et de triage, donc on va moins parler de la dépression. On va beaucoup plus parler de diagnostic d'exclusion. Et j'insiste sur le fait que ce soit un diagnostic d'exclusion, mais pas un diagnostic médical. Parce qu'un diagnostic médical, c'est pas que légalement on ne peut pas le faire, oui, mais c'est aussi on ne peut pas le faire. Si j'ai besoin de confirmer qu'il y a une tumeur ou pas, ce sont des examens ou biologiques ou radiologiques. J'ai une suspicion qu'il y a peut-être une situation dangereuse, mais j'ai besoin de confirmation. Et au final, quand je vous dis qu'il y a des red flags, ce sont au final des signes et des symptômes qui orientent pour modifier le curseur de danger. Exemple. Si au cabinet, vous avez un enfant de 12 ans, ça m'est arrivé cette semaine, déjà, 12 ans, un enfant au cabinet, j'espère qu'il s'est juste fait une entorse de cheville. Et que son bilan neuro, il est... Je pense que vous vous rendez compte qu'il y a de grandes chances qu'il ne soit peut-être pas pour vous, ou au moins qu'il y ait un accompagnement supplémentaire. Si je vous dis qu'une personne vient au cabinet, 30 ans, en bonne santé, sauf que cette personne commence à être essoufflée à l'effort, a des antécédents cardiovasculaires, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose quand même qui ne semble pas, comment dire, un gut feeling, une espèce de sensation qui vous dit que c'est peut-être pas pour vous. Sorry, my name is Brian. Et donc, ce curseur de danger que vous pouvez avoir, au final, vous arrivez à vous le construire et vous le construisez en tirant des informations de votre séance avec le patient ou des séances avec le patient. Donc vous avez certains signes et symptômes qui d'emblée vous orientent vers on stoppe la séance, ciao. Si le patient il s'éteint comme Windows 98 pendant votre séance, il fait des syncopes, j'espère que vous vous méfiez. Mais après, il y a d'autres éléments cliniques qui nécessitent de pousser un peu plus, de poser des questions, de faire certains tests. Et vous avez d'autres signes où ça compte comme étant des red flags, comme des signes et des symptômes modifiant votre niveau de vigilance face à votre patient. Mais on verra. Donc vous voyez que déjà, il y a différents types de red flags. Il y a du rouge très très rouge et il y a du plutôt light, on verra. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez paniqué à chaque fois que vous ayez un patient. Ça veut juste dire que c'est important de pouvoir trier les informations que vous avez, mais surtout les prendre. Savoir communiquer avec le patient. Et à cela s'ajoute un autre effet, c'est l'effet temporel. Parce qu'un patient qui a mal au dos depuis un jour, je vais peut-être avoir un niveau de danger différent qu'un patient qui a mal au dos depuis 10 ans. Je vais le faire différemment. Un patient qui a une perte de fonction nerveuse depuis un jour, de manière brutale. J'espère que votre niveau de vigilance sera beaucoup plus élevé qu'un patient où ça fait 10 ans, il a exactement la même perte de fonction nerveuse. Je pense que c'est plus clair dans ce sens. Donc la notion de temporalité est extrêmement importante à coupler au red flag. Et au final, ça c'est quelque chose qui se développe facilement, ou avec le temps à force de voir de patients, ou à discuter avec les collègues, pour surtout accumuler certains schémas cliniques, comme si vous vouliez remplir un Pokédex de patients, pour vous rendre compte que il y a quand même les patients qui ont des fractures de fatigue qui se ressemblent un peu, mais il y a aussi les variations qu'il faut avoir en tête. Et c'est sûr parce que ce sont surtout ces patients qui sont dans l'entre-deux, qui sont le plus difficiles à diagnostiquer. Et ce sont surtout ces cas-là, au final, qui amènent au plus d'erreurs diagnostiques. Et les erreurs diagnostiques, si je ne me trompe pas, font partie des coûts de santé et des morbidités en santé les plus hauts. On estime qu'en moyenne, aux États-Unis, 400 000 personnes mourraient liées à des erreurs ou diagnostiques ou des erreurs médicales, tout simplement. Donc voyons ensemble, même si on ne va pas faire un cours très précis sur les red flags et le triage, voyons ensemble les red flags en lien avec les pathologies thoraco-lombaires. Donc en fait, on peut compartimenter ces différentes atteintes selon 5 sous-groupes et commençons par les tumeurs. À votre avis, est-ce qu'il y a des éléments cliniques ou des questions qui peuvent orienter notre niveau de vigilance
en lien avec les tumeurs. Oui? Non? Mais c'est pas grave. Ouais? Oui, mais il a dit antécédent de tumeur. Le mais, c'est antécédent de tumeur ostéophile. Et j'insiste sur ostéophile, parce que tu peux avoir des tumeurs qui sont au final que des kystes, des tumeurs cérébrales qui sont, pour la majeure partie, tout à fait bénignes, mais c'est le fait qu'elles soient osthéophiles qui augmente le niveau de vigilance. Pourquoi? Parce que les tumeurs ostéophiles, donc ceux qui n'ont pas forcément en tête quels sont les types de tumeurs ostéophiles, sein, rein, poumon, prostate, thyroïde. Sein, rein, poumon, prostate, thyroïde. La particularité de ces cancers, c'est qu'à 5 ans, le taux de survie, il est de 50%. À 10 ans, donc 5 plus 5, le taux de survie, il est 50% de 50%, à cause des métastases. Donc là, c'est déjà l'élément clinique qui doit nous mettre la puce à l'oreille lorsqu'on a un patient avec un schéma clinique plutôt bizarre. Et au final, le deuxième élément qui pourrait nous orienter vers des tumeurs, ce serait la fracture spinale. À votre avis, pourquoi? Ouais. Exactement, parce que les métastases, en général, viennent se poser au niveau antérieur de la vertèbre, ce qui peut amener à une fragilité de la vertèbre. Donc c'est tout bête, mais une personne au final qui fait une fracture vertébrale, même si on se dit « Ah, mais c'est une petite vieille qui a de l'ostéoporose », oui, mais c'est aussi peut-être une petite vieille qui a eu un cancer avant. Et du coup, ça va totalement changer notre niveau de vigilance pour ce patient. Donc, vous avez pas mal de données sur ce sujet, et c'est bien au final que tu aies pu dire qu'il y avait la perte de poids, parce que la perte de poids peut être un élément, mais c'est en fait, c'est là où ça devient subtil, c'est que les red flags, ce sont des éléments cliniques qui englobent plein de choses. Et parmi ces plein de choses, au final, perte de poids, je peux te mettre la maladie de Crohn. Mais pourtant, tu as raison, quelqu'un qui perd du poids de manière inexpliquée, tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, mais ça ne va pas forcément plus t'orienter vers les tumeurs. Mais tu as raison que c'est un élément extrêmement important à avoir en tête. Deuxième catégorie, les fractures. Pour les fractures, c'est un peu différent que pour les tumeurs. Ça ne nécessite pas juste de communiquer avec le patient et de connaître ses antécédents, mais aussi de comprendre le contexte dans lequel la fracture a pu avoir lieu. Et aussi, surtout, quel âge a le patient. Parce que vous allez avoir, en général, des patients qui sont plutôt âgés. En général, en moyenne, plutôt le mur antérieur de la vertèbre, plutôt sur des pseudo-traumas ou pas. Quand je vous dis pseudo-trauma, éternuer, ça peut suffire. Mais en général, derrière, également, il y a un contexte. La prise de corticoïdes, être fumeur depuis très longtemps, avoir des cancers, ou plein d'autres choses, mais le but, c'est pas que vous fassiez la liste, c'est surtout que vous compreniez que quelqu'un qui a de l'ostéoporose a beaucoup plus de chances de faire une fracture que quelqu'un qui n'en a pas. C'est pour ça que un jeune Kwakubé comme vous, qui fait une fracture vertébrale, bah, je vais peut-être un peu plus penser au cancer qu'à l'ostéoporose. Sauf si vous avez des troubles hormonaux. Oh, il a dit Kwakubé. Donc ce sont des éléments qui sont à multiplier pour modifier notre manière de réfléchir. C'est pour ça que derrière, vous pouvez en sortir des règles cliniques, vous pouvez en sortir des ratios de vraisemblance selon les différents schémas et les différentes... les différents éléments que vous tirez de votre examen. Mais vous avez l'autre type de fracture, le type de fracture de fatigue que vous pouvez vous faire. Si vous faites du cricket, si vous faites du bowling, si vous faites de la GRS, de la danse, vous pouvez vous faire des fractures vertébrales également. En général, ça passe comme étant un spondylolisthésis. C'est moins grave, mais c'est important de l'avoir en tête également parce que ça peut modifier la manière de traiter le patient. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément des choses qui sont graves, qui nécessitent absolument de rediriger dans l'urgence, mais c'est surtout des éléments cliniques qui peuvent nous orienter dans la manière dont on va aider le patient. Le parcours de soins peut être totalement modifié. Et ça, vous avez énormément de données sur le sujet, c'est pour ça que je vous ai mis les études afin que vous puissiez vous y référer si vous avez envie. Mais juste comprenez qu'on a on a de la littérature actuellement pour pouvoir nous appuyer sur elle, pour nous rassurer avec les patients. Servez-vous-en, c'est extrêmement important.
Là, l'autre groupe, donc les pathologies spinales sérieuses, c'est un groupe un peu fourre-tout, où là on retrouvera par exemple la perte de poids inexpliquée. La fièvre nocturne, oui mais. Est-ce que c'est une fièvre nocturne qui dure depuis plus de 7 jours? Par exemple, par rapport entre la fièvre nocturne ou les suées nocturnes, la différence est extrêmement importante. Parce que si vous avez quelqu'un de 65 ans, en général femme, qui a des suées nocturnes, est-ce que vous allez vous inquiéter ou pas? Bah pourquoi? Parce que ménopause. Maintenant, si je vous dis que c'est un jeune de 30 ans qui transpire la nuit depuis plus de 7 jours, et quand je dis transpirer, c'est pas juste transpirer de l'air des genoux. C'est transpirer au moins 2 litres d'eau dans le lit. Bah là, forcément, chez ceux qui ont les connaissances sur le sujet, ils vont se dire, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas une atteinte métabolique, un trouble hormonal? Que ce soit du diabète, que ce soit un trouble thyroïdien, ou un cancer, peu importe. En tout cas, rendez-vous compte qu'il y a des signes qui doivent modifier votre manière de réfléchir les problèmes des patients. Le problème, c'est que ça nécessite quand même beaucoup de temps à allouer, à accumuler ces connaissances, parce que vous n'allez pas forcément tomber sur tous les types de patients au cabinet. Heureusement, maintenant, vous avez SciHub. Quatrième sous-groupe, vous avez les problèmes de nerfs. Les problèmes de nerfs qui nécessitent de faire un bilan neuro. Sauf que le bilan neuro ne vous donnera absolument pas un diagnostic. Donc c'est pas uniquement avoir le savoir-faire. Déjà, il faut le développer, mais c'est également savoir l'interpréter. Parce que j'arriverai facilement à vous dire chez un patient s'il a une myélopathie ou pas, mais ça dépend du type de myélopathie. S'il a un canal lombaire ou pas, mais là où ça va nous être utile, c'est quel est le stade de gravité. Donc au final, des tests cliniques simples, facilement réalisables, peuvent également vous orienter très vite vers mon patient semble avoir un syndrome de la queue de cheval ou mon patient semble avoir juste un syndrome type canal lombaire étroit. Donc ça demande des connaissances, de pouvoir trier, ça demande du savoir-être, savoir poser les questions, ça demande du savoir-faire, pouvoir faire mes tests. Et pour les troubles vasculaires, qui est le dernier groupe, je crois que l'ordi a craché. Oui. Alors, désolé. Oh non. Donc pour les troubles neurologiques, ça demande un savoir-faire, mais ça demande de savoir faire le bilan dans son entièreté également, et pas juste penser faire un pseudo-neuroscreening. Parce que on peut avoir des bilans neuro, mais par exemple un bilan neuro fait avec les mains, c'est pas un bilan neuro. C'est une palpation de boîte de nuit. Et ça marche pas très bien. Et ne serait-ce que par rapport aux troubles neurologiques, ce qu'on peut retrouver, c'est que dans la littérature scientifique, c'est que entre 7 et 11% des patients ont des douleurs neuropathiques, décrits comme telles par le DN4 ou autre. Le problème, c'est que le DN4 ne permet pas d'identifier toutes les douleurs neuropathiques. Ce que l'on peut trouver également, c'est que les patients qui ont des problèmes de nerfs ont la qualité de vie la plus altérée comparativement aux patients avec juste des douleurs persistantes, même depuis plusieurs années. Les sténospinales semblent en moyenne, en prévalence, entre 39% et 60% selon les cohortes, au-delà de 50 ans, dans la population humaine générale. Je dis humaine générale parce qu'il y aura des différences si vous venez d'une population asiatique, d'une population caucasienne ou autre. Et en fait, on se rend compte que les problèmes de nerfs sont beaucoup plus prévalents que ce que l'on pensait. Ils amènent moins à la mort, donc c'est cool. Par contre, ça amène à beaucoup plus d'incapacité. Donc ce sont au final les patients que vous pourrez retrouver dans votre cabinet et que vous retrouvez dans votre cabinet. Et les étiologies peuvent être multiples, mais elles ne sont pas forcément importantes pour vous. Savoir si mon patient il a une sciatalgie à cause d'une hernie, ou à cause d'un ligament, ou à cause d'un ostéophyte, c'est pas votre problème. Ça, c'est le job du chirurgien. Vous, c'est déjà vous dire, est-ce que je peux prendre le patient, faire mon traitement conservateur qui semble efficace pour ce type de problème, et on verra par la suite. Et dernière catégorie, les troubles vasculaires qui nécessitent au moins de prendre l'attention, mais au final, ça nécessite de recouper toute
les choses qu'on a pu voir ensemble. Ça nécessite du savoir-faire, ça nécessite du savoir-être, ça nécessite de savoir poser des questions et de savoir faire les bons tests. Le but d'aujourd'hui, c'est pas d'apprendre tous les tests, c'est juste d'être conscient de ces notions et que lors de votre carrière, lors de votre enseignement, vous sachiez le développer avec les patients. Parce que vous allez vous rendre compte qu'au final, ce n'est pas si difficile que ça d'identifier si un patient a un problème de nerf, a un problème vasculaire, a quelque chose qui pourrait puer comme une tumeur ou pas. Et si on prend les données sur les pathologies thoracolombaires et les red flags, on se rend compte que tout ce que je vous ai mis en jaune, c'est en lien avec des questions. Donc déjà, si vous savez communiquer avec le patient, si vous posez les bonnes questions, il y a de grandes chances que vous écumiez énormément de données pour vous rassurer. Ce qui est en rouge, c'est en lien avec le bilan neuro ou le bilan vasculaire. Il ne reste pas grand-chose en blanc. Du coup, je vais résumer. Vous savez faire un bilan neuro, vous savez faire un bilan vascu, vous savez poser des questions et avoir un peu de raisonnement clinique et connaître le schéma des pathologies les plus courantes. Il y a de grandes chances que vous soyez le meilleur trieur qui puisse exister sur la planète Terre. Mais ça va dépendre de qu'est-ce que vous recherchez également à exclure. Parce que rappelez-vous que les red flags sont dépendants de la pathologie. C'est pour ça que c'était excellent qu'ils nous disent la perte de poids, parce que la perte de poids n'est pas forcément associée à tous les cancers, mais un peu plus associée aux pathologies spinales sérieuses, qui peuvent comprendre des cancers ou pas. Mais je vous rassure, calmez-vous. Hein. Calmez-vous dans le sens où, déjà, si vous ratez des diagnostics, du coup, qui est passé avant ? Donc il a sûrement raté avant vous, et c'est ok, je suis sûrement passé à côté de plein de choses, il est sûrement passé à côté de plein de choses, il est sûrement passé à côté de plein de choses, tout le monde passe à côté de plein de choses. Et en fait, c'est normal, parce que si on s'intéresse vraiment de manière fine et précise à certaines atteintes, on va prendre par exemple que les cancers, 64% des patients qui ont des tumeurs spinales n'ont aucun red flag. Moralité, c'est important de les savoir, mais vous passerez quand même à côté de certaines choses. Et c'est ok, parce que vous n'avez pas des yeux IRM. Et on ne va pas prescrire des IRM à chaque patient qui vient avec une plainte lombaire. Le truc, c'est que la prévalence de pathologies sérieuses, donc quand je dis pathologie sérieuse, je ne parle pas que du groupe en vert, je parle de tous les groupes, va énormément dépendre de donc, qu'est-ce que vous recherchez ? Quel type de population est-ce que vous avez ? Vous aurez un peu plus de myopathie jeune que des myopathies à 60 ans. À votre avis, pourquoi ? Parce qu'ils ne vivent pas jusqu'à 60 ans, souvent. Vous aurez peut-être beaucoup plus de troubles vasculaires plus vieux, mais ça va également dépendre de où est-ce que vous travaillez. En Ile-de-France, par exemple, la tuberculose osseuse, ça remonte. Et comment est-ce que vous travaillez ? Dans quel type de service est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous êtes un thérapeute qui est plutôt généraliste, dans lequel des cas vous verrez sûrement moins de pathologies sérieuses que Théo ou moi, Théo qui travaille avec des patients avec des troubles persistants, et parmi les patients qui ont des troubles persistants, on peut trouver des diagnostics qui ne sont pas forcément favorables. Donc vous comprendrez que selon la manière dont vous travaillez, vous risquez d'avoir plus de patients qui puent. Et c'est normal, et c'est ok. Mais dans ce cas, il va falloir que vous soyez à l'aise avec cette incertitude où vous ne savez pas vraiment, mais vous avez au moins quelques éléments qui vous permettent de réfléchir la manière dont vous pouvez les prendre en charge ou au moins les trier. Et si on s'intéresse aux dernières données sur une cohorte de consultation qui s'élève à 1 700 000 patients, on se rend compte que dans cette cohorte, il y avait 2,3% des patients qui avaient un diagnostic urgent nécessitant une prise en charge extrêmement spécifique. 2,3%, c'est énorme. Et même eux disent que, il y a de grandes chances qu'il y en ait beaucoup plus, parce qu'ils n'ont pas forcément évalué les troubles vasculaires et autres. Ça vous parle, le tueur silencieux ? Il y en a 3 tueurs silencieux, je ne sais pas si vous les connaissez. Le premier, c'est l'hypertension artérielle. Le deuxième, c'est l'anévrisme de l'aorte abdominale. Le troisième, c'est l'anévrisme de l'artère poplitée. Ça amène vite à la mort, sauf pour l'hypertension artérielle. Ça tombe bien, il y a eu des morts pendant l'étude.
Il faudrait peut-être faire des études cadavériques pour voir également pourquoi est-ce qu'ils sont morts. Mais rendez-vous compte que des patients avec des troubles graves, vous risquez d'en voir lors de votre carrière. Ça ne veut pas dire que vous les sauverez. Ça ne veut pas dire que ça va être vous qui allez les aider. Mais ça veut dire qu'il faut juste que vous soyez vigilants, à savoir repérer certains éléments et certains signes qui vous amèneraient à vous dire « j'aimerais que tu passes un examen » ou « j'aimerais que tu vois peut-être un médecin ». Je vais vous donner des exemples concrets. On va le faire à main levée. Patiente qui vient au cabinet avec sûrement une récidive de hernie parce qu'elle a eu pareil l'année dernière. Une forte douleur dans la jambe, puis après, plus aucune douleur, d'un coup. Est-ce que vous, votre niveau de vigilance, il est augmenté ou pas? Levez la main ceux pour qui le niveau de vigilance est augmenté. C'est bien. On verra la suite après. Patient avec des douleurs irradiantes dans les deux bras. Ok. Personne âgée qui faisait son jardin. Et moi, comme d'habitude, hein, elle fait son jardin. Par contre, depuis qu'elle a fait son jardin, elle a fait un peu plus longtemps que d'habitude. Elle a vraiment mal au dos. Ok. Et un autre de mes patients qui est venu me voir, on se suivait pour X, Y raison, et un jour, il me dit en ce moment, t'as pas l'impression qu'il fait froid? Je comprends pas pourquoi j'ai froid aux pieds. Bon, je mets un peu plus de chaussettes et ça va. Ok. Maintenant, je vous raconte les histoires de ces 4 patients. Dans ces 4 patients, en fait, les 4 sont des patients que j'ai pu avoir au cabinet. La première, elle avait une hernie une hernie séquestrée. Exclue, séquestrée, je sais plus, c'est une hernie. En gros, ça sort, ça comprimait, et elle, si on lui faisait un bilan neuro, plus du tout de releveur. C'était à 0. Ça, c'est une urgence chirurgicale. Le deuxième, le patient avec des douleurs irradiantes dans les deux bras, au final, il n'avait pas grand-chose. Il suffisait qu'il bouge la nuque en flexion, plus d'irradiation dans les deux bras. Mais il fallait faire des tests. Hein. Mais vous avez eu raison d'augmenter votre niveau de vigilance, au moins pour vous dire, je vais tester. Troisième patiente, c'est une fracture spinale. C'est arrivé. Et c'est comme ça. Quatrième patient, c'était une sclérose en plaques. Comment on l'a su? Bilan neuro, qui avait une forme clinique plutôt particulière, qui nous orientait vers au revoir. Du coup, vous comprenez que le niveau de vigilance va également dépendre de est-ce que vous êtes à l'aise ou pas avec ce type d'atteinte. Des patients qui viennent avec des douleurs irradiantes, j'ai l'habitude. Je suis beaucoup plus à l'aise que vous, donc mon niveau de vigilance, il va être différent du vôtre. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. J'ai peut-être un gros biais de surconfiance. En tout cas, vous vous rendez compte qu'il y a des éléments qui vont vous permettre de vous dire est-ce qu'il va falloir que je sois plus vigilant avec mon patient ou pas? Est-ce qu'il va falloir que je le réfère rapidement ou pas? Exemple, je vous ai dit sclérose en plaques, et pourtant c'est pas un 100%. Parce que c'est pas une urgence vitale, c'est pas une urgence fonctionnelle. Tu vas avoir des spécialistes dans le mois. Là, tu vas avoir un neurochirurgien dans les heures qui suivent. Et au final, il y a également d'autres éléments qui sont beaucoup plus difficiles à tirer de vos consultations avec les patients. Ce sont les habitudes des patients, tout simplement. Exemple, patient de 52 ans, adressé pour un syndrome du canal carpien. Dans les deux mains. Vous voyez mon sourire? Dans les deux mains en même temps? D'accord. Donc problème de nerfs dans les deux mains. Elle décrit des sensations d'engourdissement et des doigts et des décharges électriques. Elle présente de surcroît, depuis 5 à 6 ans, une impression de pieds cartonnés et froids. Ça fait 4 membres. Intéressant. La symptomatologie a progressé jusqu'au mollet avec des douleurs et une impression de serrement. Elle est connue pour une maladie de Basedow et une allergie au lactulose. Bref, on lui fait une analyse sanguine, on se rend compte qu'en fait, cette patiente s'intoxiquait à la vitamine B6, parce qu'elle prenait des pills tous les jours pour gérer sa maladie de Basedow. Il faut que vous sachiez communiquer avec les patients. Il faut que vous compreniez également qui sont vos patients. Parce que ce type de situation, ce type de comportement maladaptatif, c'est fréquent. Un cas tout simple que j'ai pu avoir il y a 3 semaines, une patiente qui a mal au dos, qui a des douleurs dans les jambes, et en fait, si on lui fait tous les tests, il semblerait qu'elle ait quand même vachement un canal lombaire étroit.
Comment se tiennent en général les patients qui ont des canaux lombaires étroits? Plutôt avachis, pourquoi? Ça comprime moins. Mais vous savez, je travaille en Suisse, je vous ai dit. Elle voulait être belle et élégante. Et du coup, en fait, elle amenait à une symptomatologie uniquement par ses habitudes. Alors que son corps, il était en train de lui dire « Non, laisse mes nerfs tranquilles. Ouais, mais je vais être belle et élégante. Ouais, mais bof. Ouais, mais je vais être belle et élégante. » Ça te rappelle un patient? Voilà. Du coup, je vous mets en tête quelques autres patients pour vous rendre compte que parfois, il n'y a pas de red flag, mais en fait, juste d'être rigoureux dans votre bilan, d'être rigoureux dans votre raisonnement clinique peut vous orienter à prendre des décisions adaptées. Ça, c'est une tumeur. Ça, c'est une tumeur parce que c'est l'IRM de mon patient. C'est pas moi qui ai diagnostiqué la tumeur. À votre avis, c'est qui? C'est le radiologue. Il a juste lu l'image et c'est réglé. Sauf que ce patient, en fait, avait pas mal de déjà-vu, des symptômes de dépression un peu, donc on l'envoie chez un psychiatre, mais le psychiatre qui dit que ces déjà-vus, quand même, ils sont particuliers, surtout qu'ils ont l'air d'augmenter, ces déjà-vus. Donc calmez-vous, c'est pas des déjà-vus parce que quand vous étiez petit, des fois vous dites « il y a un monde parallèle ». Ce sont des déjà-vus où la personne, pendant 5 minutes, elle a l'impression de vivre une situation qu'elle a vraiment déjà vécue. Sauf que ce patient, a de l'hyperréflexie, a pas mal de signes centraux positifs. Ça, ce sont des éléments, au final, qui nous orientent vers « il serait important, intéressant, intelligent », au moins d'explorer le système nerveux central. Quand je vous dis ça, il faut aussi se méfier d'une chose. Si ce même patient avait ces signes centraux-là, mais il y a quelques années s'était fait une commotion cérébrale, vous voyez que mon niveau de vigilance, il aurait été plus bas. Donc l'histoire du patient va énormément orienter ma manière de réfléchir, comment je vais pouvoir jouer avec son parcours de soins. Si je vous prends un autre exemple, patient qui était à 3 semaines post-op d'un ligament croisé, qui, lors d'une, il me semble que c'était un lundi, il devait voir mon collègue le mardi, appelle au cabinet parce qu'il a extrêmement mal dans le mollet. Il n'arrive plus à poser le pied au sol, c'est atroce. Levez la main ceux qui pensent qu'il faudrait peut-être le renvoyer. Eh bien, vous savez quoi? On a eu tort, mais pour les bonnes raisons. Je m'explique. Il n'avait pas de phlébite. Il avait juste l'hématome qui avait coulé dans le mollet. Mais en tout cas, on a eu la bonne décision de le renvoyer parce qu'on a en tête le fait qu'il puisse avoir une phlébite. Et peut-être que si pour 6 patients avec son problème, il y en a 2 qui ont une phlébite, vous sauvez des vies. Autre patient, vous allez vous rendre compte de l'importance de la temporalité. Patient volleyeur, avec une sciatalgie qui date depuis plus d'1 an, qui n'a pas évolué depuis 1 an, qui a vu un thérapeute qui fait de très bonnes choses, ça n'a pas évolué. Les médicaments, ça n'a pas évolué. C'est sa douleur le jour, la nuit, c'est tout le temps. Ça l'handicape un peu, à faire du volley, ça lui fait plus mal. Est-ce qu'il y a pour vous là, des éléments qui vous diraient que vous méfieriez de cette situation clinique? Tu m'as dit oui, quoi? J'ai l'impression que ça dépasse mes compétences, donc je Ok, mais tu n'as pas essayé des soins avec lui? Ok. Non, c'est derrière toi. Mais c'est pas moi qui le vois depuis 1 an? Non, c'est pas toi qui le vois depuis 1 an. Ah ok, d'accord. Moi, je pensais, je le vois depuis 1 an. Non. Comment ça va pas évoluer, c'est déjà. Moi, je dirais que c'est sur le long terme. Donc, si le traitement il a été bien fait pendant 1 an, il faudrait penser à l'orienter parce qu'on est en échec thérapeutique. J'ai envie de te dire que tu as sûrement raison, mais justement, il t'est renvoyé pour ça. Parce qu'on a dit que tu étais l'expert dans les lombalgies. Bon, en fait, il y a un seul élément qui m'a orienté vers le fait que le patient, peut-être, devrait passer l'imagerie. Et là, c'était de la chance. C'est le fait qu'il ait de la douleur constante. C'est pour te réveiller. Quand je parle de douleur constante, c'est de la douleur constante. De constant, le matin, tu te réveilles avec la douleur, le soir, tu t'endors avec la douleur. Oui, constant. Tu n'as jamais de douleur à 0, jamais. Bingo, c'était une tumeur. Qui a diagnostiqué ça?
C'est pas moi, exactement. Mais des éléments ont permis de m'orienter vers le fait qu'il faudrait qu'il puisse passer des examens complémentaires. Je vais vous le faire rapidement parce que les CIFEPK me disent qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Pareil pour les troubles vasculaires. Au final, les troubles vasculaires, il y a plein de troubles vasculaires, pas tous, qui nécessitent uniquement de prendre la tension au patient. Si je devais, ne serait-ce que vous raconter ce deuxième cas clinique, et puis le troisième. Patient, une trentaine d'années. Cette information est importante. Homme, cette information est importante. Qui se plaint de douleurs thoraciques, qu'elles soient devant ou derrière, de toute façon, personnellement, je ne suis pas fan des douleurs thoraciques. Depuis plus d'1 an, on peut se dire, oh, ça va, ça fait plus d'1 an. Est-ce que vous avez des conditions médicales particulières dont j'ai besoin d'avoir connaissance? Est-ce que vous avez des antécédents particuliers? Oui, j'ai eu un anévrisme cérébral à 11 ans, mais ça a été traité. Hein. +1. Et actuellement, dans la vie, c'est comment? Oh, je trouve que je m'essouffle pas mal, et quand je vais au sport, je vais m'essouffler. Je vais m'évanouir. Vous prenez la tension à ce patient, vous vous rendez compte qu'il a une tension à 90-60. Avoir 90-60, si vous êtes une femme enceinte, si vous êtes un enfant de 50 kilos, pourquoi pas? Un homme adulte de 30 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce n'est pas le tensiomètre qui a fait le diagnostic, mais c'est le schéma clinique et le cadre clinique qui vous oriente vers ce patient. Il serait intéressant qu'il voit un autre professionnel de santé. Pareil pour ce troisième et dernier cas sur les troubles vasculaires. Dame âgée que vous pouvez avoir au cabinet, 72 ans, elle vient pour de l'arthrose. Vous savez, l'arthrose, c'est les tendinites du cou. Elle vient pour de l'arthrose et en général, vous lui faites faire des tractions cervicales. Ça la soulage très bien, elle est contente. Sauf que ces derniers temps, lorsque vous faites des tractions cervicales, elle se sent vaseuse et pendant 24 heures, elle est vraiment pas bien. Madame, est-ce que vous avez des conditions médicales particulières dont j'ai besoin d'avoir connaissance? Est-ce que vous avez des antécédents particuliers? Alors oui, j'ai de l'artérosclérose, j'ai de l'hypertension, j'ai de l'hyperlipidémie. 1 + 1 + 1, ça fait 111. Les facteurs de risque, dites-vous qu'ils sont très vite multiplicateurs. On les additionne pas, on les multiplie. Ok, madame, est-ce que vous prenez vos médicaments contre l'hypertension et... Ah oui, je prends tous les jours les médicaments. Le lundi, c'est la pilule bleue, le mardi, c'est la pilule rouge. Très bien, on va prendre l'attention à cette dame. Madame, je vous prends l'attention est à 16-10. Donc vous êtes en train de me dire que vous prenez des médicaments antihypertenseurs et que vous êtes toujours en hypertension. Là, il y a un problème. Là, ça nécessite, je ne vais pas dire une urgence, mais ça nécessite quand même de manière rapide de voir un médecin. Pourquoi? Parce que c'est les troubles vasculaires. Et les troubles vasculaires, je vous rappelle que ça fait mourir très vite des humains. Cette patiente s'est fait opérer en urgence, en moins de 3 jours. Et il semblerait que cette patiente, en fait, faisait des ischémies cérébrales à chaque fois que vous lui faisiez des pompages cervicaux. Bah, c'est la tendinite. Du coup, je vous conseille, au minimum, de prendre un peu plus l'attention de vos patients pour vous rendre compte qu'il y a quand même certaines situations cliniques qui nécessitent d'être beaucoup plus vigilants. Comme des céphalées, comme des douleurs d'épaule, etc. Bref, le but, c'est pas de vous parler que de nerfs et que de vascu. Après, vous pensez que je vais vendre mes formations. Mais maintenant, quel est le rôle du kiné, physiothérapeute, dans ce contexte? Alors déjà, rendez-vous compte que toutes les données en lien avec notre métier, on a un très beau métier, montrent qu'on évite beaucoup d'opérations aux patients. On fait gagner on fait gagner des sous à la sécurité sociale. Et il semblerait qu'on ait un rôle vraiment primordial dans le bien-être des humains, tout simplement. Le problème, c'est que c'est difficilement chiffrable parce que c'est de l'argent que la sécurité sociale investit. Mais intéressons-nous donc à l'accès direct dans certains pays. Vous avez cette revue systématique de Babatunde qui a été faite pour explorer si l'accès direct, déjà de 1, est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est safe de mettre des patients directement dans la main des kinés? On verra. Est-ce que c'est efficace et est-ce que c'est efficient? Je vous laisserai bien sûr relire mes diaporamas pour vous rendre compte comment a été menée l'étude. Et au final, sur cette revue, sur plusieurs pays, on se rend compte qu'il y a 2 groupes. Donc, le groupe parcours conventionnel fait par les médecins, puis le groupe
accès direct chez les kinés. Sachez juste qu'il y a une nuance à avoir. Il y avait des groupes accès direct, mais en fait, c'était souvent un groupe mixte, dans le sens où c'était accès direct, mais c'est le médecin qui te dit que c'est bon, tu peux y aller. Donc accès direct, bof, bof. C'est juste pour comprendre en tout cas les limites de l'interprétation de ces données. Donc il y a les modèles mixtes. On se rend compte que dans le groupe première intention, il y a un peu plus de femmes jeunes, mais un peu plus, pas de manière statistiquement significative. Donc forcément, s'il y a plus de jeunes, il y a un peu moins de troubles graves. Mais il y a quand même des freins. Il y a quand même des freins sociaux qui rentrent en compte dans le fait qu'un patient va d'emblée, souvent, moins croire à un kinésithérapeute qu'un médecin pour un diagnostic. Quand j'ai les patients au cabinet et que je leur dis que lors de la première séance, on prend le temps pour faire l'examen clinique, ils me demandent « Vous ne faites pas ce qui est écrit sur la prescription ?» Donc rendez-vous compte que déjà, il y a des freins au fait même de mener ce type d'expérimentation. Quoi? Comment ça, moi? Et les autres freins, c'est que les médecins ne connaissent pas forcément ce que nous faisons. Les médecins ont peu d'expérience en musculo-squelettique. En moyenne, le nombre d'heures ne dépasse pas 2 semaines dans les 12 ans d'études des médecins en musculo-squelettique. Heureusement qu'on est un peu plus experts. On va voir si ça vaut le coup ou pas de mettre des kinés en première intention. Et les médecins semblent avoir peur également de perdre ce rôle avec les patients. Donc, ne vous attendez pas à ce que même si vous fassiez le bon travail, ça vous vienne dans les mains. Donc, est-ce que nous sommes efficaces ou efficients? Spoiler, oui. Il n'y a pas forcément de diminution de douleur. C'est normal, le suivi était à 1 mois souvent. Par contre, amélioration de la fonction des gens, diminution du handicap, les traitements sont plus précoces, et il semblerait même qu'au final, il y ait moins de traitements, que ce soit médicamenteux, imagerie ou physiothérapie. Donc on est à la fois efficace, non dangereux et efficient. On rapporte des sous. Ça, c'est un argument que vous pouvez donner à la Sécu, parce que 16,13 €, c'est pas beaucoup. Et en fait, ce type de données, elles sont connues depuis longtemps. Elles sont connues depuis longtemps dans le modèle anglo-saxon au début. Vous avez cette revue de Ryant, qui montre que dans les services hospitaliers où il y a de la première intention, en fait, je vous ai menti, c'est que les expérimentations ont surtout été faites dans les services militaires, les services hospitaliers militaires. On se rend compte que beaucoup moins dangereux, meilleur diagnostic, moins de prescription de médicaments, beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient. Et pourtant, aux États-Unis, il n'y a que 40% des États qui ont l'accès direct, mais ils n'ont pas l'accès direct. Il y a plein d'éléments législatifs qui les empêchent également de pouvoir avoir accès à l'accès direct. Et en France, qu'est-ce qu'il en est? En France, vous ne l'avez pas, la première intention. Et le problème, c'est qu'en France, sur les études qui ont été menées récemment, même si toutes les études nous montrent qu'on est, semble-t-il, meilleur que les médecins, on n'est quand même pas très bon. Dans le sens où on rate facilement des diagnostics, ou normalement, ce n'est pas notre rôle de poser des diagnostics, ou alors au moins, il semblerait que nous ne prenions pas toujours la bonne décision sur la prise en charge et la suite des soins des patients. Ce qui est dommage lorsque on est censé être les experts en musculo-squelettique. Donc c'est pas pour nous taper dessus, mais c'est comprendre que, ouais, on est meilleur que les médecins. Et pourtant. Et ces éléments rentrent dans le fait qu'il semblerait que tout le monde ne soit pas prêt. Tout le monde ne soit pas prêt dans le sens où les gens, par exemple, qui sont moins à l'aise, vont prescrire beaucoup plus facilement des imageries, vont douter et faire ralentir l'arrivée d'un diagnostic. Et également, ça va amener à beaucoup plus de burn-out. Concrètement, si vous ne vous sentez pas prêt, peut-être que pour vous, ce n'est pas le moment ni l'occasion de pouvoir prendre en charge en première intention. Votre santé mentale est très importante. Ne la négligez pas. Et ça peut être une des limites également au fait que la première intention puisse être offerte à notre profession qui est plutôt jeune. Heureusement, travailler en équipe peut être un des éléments qui, améliore le diagnostic d'exclusion, améliore le triage, améliore également la santé mentale. Entourez-vous, discutez avec vos amis, formez-vous, rencontrez des gens, évitez d'être seul dans votre cabinet.
Vous ne pourrez pas sauver la planète Terre tout seul. Mais également, la première intention, en vrai, moi j'aimerais bien, je me sens plutôt à l'aise avec pas mal de problèmes, mais à quel prix? Et quand je dis à quel prix, déjà à quel prix? Faut payer l'essence. Mais aussi à quel prix, quelles conséquences? À quel prix, pour quels avantages? Et à quel prix est-ce que je permettrais d'avoir ce droit, ou est-ce que je souhaite que ce droit soit permis à tous les kinésithérapeutes? Je ne sais pas. Moi, par exemple, il ne faut absolument pas me donner cette possibilité en pédiatrie. Je ne suis pas compétent. Donc, sommes-nous prêts à l'accès direct? Ça, c'est la diapo de fin. Ça va dépendre du contexte, peut-être. Techniquement, on est prêt, hein, cliniquement. Est-ce que la société française est prête à ce qu'on ait l'accès direct? Je ne sais pas. Est-ce que peut-être après vous, ou vous allez initier le fait que la première intention puisse être offerte aux patients? Peut-être, sûrement. En tout cas, rendez-vous compte que pour chaque progrès, il va y avoir des regrets, il va y avoir des concessions à faire, il va y avoir des choses à donner en retour, et il va falloir être conscient que c'est vous qui avez votre avenir entre les mains. Donc n'hésitez pas à être actif également, à communiquer avec les prescripteurs, à faire valoir vos compétences pour qu'il y ait un changement dans le sens que vous voulez. Donc je tiens juste à remercier des collègues qui m'ont permis d'étoffer ma manière de réfléchir et actuellement qui m'ont permis d'être un meilleur thérapeute. Donc merci à eux. Et c'est tout pour moi. Merci à vous.